Élisabeth II, la reine d'Angleterre récemment défunte, a marqué l'actualité nationale et internationale. Les Britanniques ont pleuré leur reine, cette reine qui a vécu plusieurs générations britanniques, que ce soit le début du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose dans ce long épisode de retracer l'histoire d'Élisabeth II, cette reine dont les problématiques se sont situées face à elle, qui a su faire preuve de courage, de témérité, de combativité. La reine Élisabeth II, née le 21 avril 1926 et morte le 8 septembre 2022. Voici la fabuleuse épopée d'Élisabeth II. De son vrai nom, Élisabeth Alexandra Mary, est le premier enfant du prince Albert duc York, George VI, et de son épouse Élisabeth Bowlyon. Son père est le second fils du roi George V et de la reine Marie, et sa mère est la jeune fille de l'aristocrate écossais Claude Bowlyon, Lord Strathmore. Élisabeth naît par césarienne à 2h40 le 21 avril 1926 dans la résidence londonienne de ses grands-parents maternels située au 17 Bruton Street à Mayfair. Elle est baptisée par l'archevêque d'York Cosmo Lang dans la chapelle privée du palais de Buckingham le 29 mai. Son prénom Élisabeth est en hommage à sa mère Alexandra, en hommage à son arrière-grand-mère la reine, mère du roi George V, mort 6 mois auparavant, et Marie en hommage à sa grand-mère paternelle, la reine Marie. Ses proches la surnomment Lilibet. George V adorait sa petite fille et lorsqu'il tomba gravement malade en 1929, la presse populaire et ses biographes ultérieurs attribuèrent son rétablissement aux visites d'Élisabeth, arrière-petite-fille de la reine Victoria, impératrice des Indes morte en 1901. Elle est considérée comme une enfant de l'époque victorienne. Élisabeth a une sœur Margaret de 4 ans, sa cadette. Les deux princesses sont éduquées à domicile sous la supervision de leur mère et leur gouvernante, Marion Crawford, surnommée Crawfie. L'enseignement se concentre sur l'histoire, l'élocution, la littérature et la musique. Élisabeth a de l'amour pour les chevaux, les chiens, sa discipline et son sens des responsabilités. Des témoins corroborent ses observations. Winston Churchill décrit au sujet d'Élisabeth, alors qu'elle a 2 ans, elle a un air d'autorité et de réflexion époustouflant pour un enfant. Margaret Roth, sa cousine, la décrit comme une petite fille joviale mais extrêmement sensée et bien élevée. En 1933, âgée de 7 ans, la princesse est portraiturée par le peintre des cours royales aristocratiques Philippe de Laszlo, la providence du titre dynastique. En tant que petite fille d'un monarque dans la lignée masculine, les prédicats et titres complets de la petite fille sont Altesse royale, princesse Élisabeth d'York. Elle est la 3e dans l'ordre de succession au trône britannique après son oncle Édouard de Galles, Édouard VIII et son père Albert duc York, George VI. Sa naissance attire l'attention du public, cependant il n'est pas prévu qu'elle devienne un jour reine, car le prince de Galles n'a que 31 ans et beaucoup pensent qu'il se mariera et aura des enfants. En 1936, le grand-père, le roi George V meurt, son oncle accède au trône au nom d'Édouard VIII. Élisabeth devient seconde dans l'ordre de succession. En décembre 1936, Édouard VIII abdique car son intention d'épouser Wallis Simpson, 2 fois divorcée, cause une crise constitutionnelle. Le père d'Élisabeth devient roi sous le nom de George VI et elle est désormais à l'âge de 10 ans l'héritière présomptive avec le titre de son Altesse royale, la princesse Élisabeth. Si ses parents avaient eu un fils par la suite, elle aurait perdu la position d'héritière présomptive, son frère serait devenu le prince héritier au trône britannique. Élisabeth reçoit un enseignement privé en histoire constitutionnelle dispensé par Henri Marten, le vice-président du collège d'Eton. Élisabeth et sa sœur apprennent le français auprès de gouvernants dont c'est la langue maternelle, d'abord les rudiments sous la conduite de Georgina Guérin, française, puis des cours par Marie-Antoinette de Bellaligue, d'origine belge qui enseigne également la langue de Molière aux enfants de Lord Halley Cardinge, secrétaire privé du roi George VI. Une compagnie de guidisme, la première compagnie du palais de Buckingham, est spécialement formée pour qu'elle puisse rencontrer des filles de son âge. En 1939, les parents d'Élisabeth partent pendant 1 mois pour effectuer une tournée officielle au Canada et aux États-Unis. Comme en 1927 lorsqu'il s'était rendu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Élisabeth reste au Royaume-Uni car son père,
considèrent qu'elle est trop jeune pour le tel voyage. Au bord des larmes au départ de ses parents, ils échangent régulièrement des lettres et le 18 mai réalisent le premier appel téléphonique transatlantique de la famille royale. La Seconde Guerre mondiale. En 1939, le Royaume-Uni entre dans la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette période de conflit, alors que les villes anglaises sont fréquemment bombardées par l'aviation allemande, les enfants sont évacués dans les zones rurales. L'homme politique Douglas Hogg suggère que les princesses soient évacuées au Canada, mais cette proposition est refusée par la mère d'Élisabeth qui déclare « Mes enfants n'iront nulle part sans moi, je ne partirai pas sans le roi ne partira jamais ». Les princesses Élisabeth et Margaret restent au château de Balmoral en Écosse jusqu'au Noël 1939, puis sont amenées dans le comté de Norfolk. Printemps 1940, elles résident au Royal Lodge, puis s'installent au château de Windsor où elles resteront pendant la plus grande partie de la guerre. À Windsor, Élisabeth organise une pantomime à Noël pour soutenir le Queen's Wool Fund qui achète de la laine pour tricoter des habits militaires. La première allocution de la princesse se fait en 1940 à 14 ans, radio durant une émission pour les enfants de la BBC dans laquelle elle s'adresse à ceux ayant été évacués. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider nos valeureux marins, soldats, aviateurs et nous essayons également de porter notre part du danger et de la tristesse de la guerre. Nous savons chacun de nous que tout se terminera bien. En 1943, à 16 ans, elle fait sa première apparition publique, seule lors d'une inspection des grenadiers Guards, dont elle a été nommée colonel en chef l'année précédente. À 18 ans, la loi est modifiée pour qu'elle puisse devenir l'un des 5 conseillers d'État en cas d'incapacité de son père lors d'un déplacement à l'étranger, comme durant sa visite en Italie en juillet 1944. En février 1945, elle rejoint l'Auxiliary Territorial Service avec le grade de sous-lieutenant. Elle reçoit un entraînement en conduite et mécanique et est promue capitaine honoraire 5 mois plus tard. En mai 1945 a lieu la capitulation de l'Allemagne nazie. Elisabeth et Margaret se mêlent anonymement à la foule en liesse dans les rues de Londres. Elisabeth déclare ensuite dans l'une de ses rares entretiens « Nous avions demandé à nos parents si nous pouvions sortir et voir de nous-mêmes. Je me souviens que nous étions terrifiés à l'idée que l'on nous reconnaisse. Je me souviens des filles d'inconnus se tenant la main et descendant Whitehall, tous ensemble, dans une marée de bonheur et de soulagement. Le nationalisme gallois est florissant durant la guerre. Elisabeth sera présente pour apaiser le pays de Galles. Il est suggéré que la princesse devienne connétable du château de Kenmare-Fon, une fonction exercée par David Lloyd George. Le secrétaire d'État Herbert Morrison envisage de la nommer à la tête de l'Urd Cobaye Sirmu, organisation de la jeunesse galloise. Les politiques gallois proposent qu'Élisabeth devienne princesse de Galles à l'occasion de son 18e anniversaire. Ces projets sont cependant abandonnés pour diverses raisons, dont la peur d'Élisabeth ne soit associée à des objecteurs de conscience au sein de l'Urd. En 1946, elle est investie en qualité de vaste honoraire de Gordess des bardes de l'île de Bretagne et Leytesford Grendale Toll. En 1947, Elisabeth effectue son premier voyage à l'étranger en accompagnant ses parents en Afrique australe. Lors de ce voyage, elle prononce le jour de ses 21 ans une allocution radiodiffusée à destination du Commonwealth, au cours duquel elle fait la promesse suivante. Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie. Elisabeth sera la représentante du royaume. Sa famille souhaite qu'elle rencontre quelqu'un. Le prince Philippe Mountbatten. Elisabeth rencontre son futur époux, le prince Philippe de Grèce et de Danemark, en 1934 et en 1937. Ils sont cousins issus de Germain par le roi du Danemark Christian IX et cousins arrière issus de Germain par la reine Victoria. Ils se rencontrent à nouveau au Royal Naval College de Dartmouth en juillet 1939. Alors qu'elle n'a que 13 ans, Elisabeth déclare qu'elle est tombée amoureuse de Philippe, qui en a 18, commence à échanger des lettres. Leurs fiançailles sont officiellement annoncées en juillet 1947. La relation suscite des controverses. Philippe est un membre d'une branche cadette de la maison royale de Grèce, connaît un nombre de vicissitudes depuis le début du siècle. De plus, ce prince d'origine étrangère, peu fortuné. Ses sœurs, quant à elles, ont épousé des princes allemands proches du parti nazi. Concernant le prince, Marion Crawford écrit « Certains des conseillers du roi considèrent qu'il n'était pas suffisamment bien pour elle. Il était un prince sans maison au royaume,
Certains documents appuyaient clairement et fortement sur les origines étrangères de Philippe. On dit que la mère d'Élisabeth se serait opposée à l'union, qualifiant même Philippe de Hun ou de Boche. À la fin de sa vie, elle indique toutefois à sa biographie Tim Head que Philippe était un gentleman anglais. Avant le mariage, Philippe doit renoncer à ses titres grecs et danois, abandonner l'église orthodoxe de Grèce pour l'anglicanisme et adopter le titre de lieutenant Philippe Mountbatten, prenant le nom britannique de sa mère. Avant le mariage, il doit être fait duc d'Édimbourg et reçoit le prédicat d'Altesse royale. Élisabeth et Philippe se marient le 20 novembre 1947 à la baie de Westminster et reçoivent 2500 présents envoyés du monde entier. Au Royaume-Uni ne s'étant pas encore complètement remis de la guerre, Élisabeth impose que des coupons de rationnement soient utilisés pour acheter le tissu de sa robe, dessiné par Norman Arnold. Les proches allemands de Philippe ainsi que le duc de Windsor, l'ancien Édouard VIII, ne sont pas invités à la cérémonie. Élisabeth, duchesse d'Édimbourg, par son mariage donne naissance à son premier enfant Charles le 14 novembre 1948. Un mois plus tôt, le roi délivre des lettres passantes autorisant les enfants de sa fille à porter le titre de prince ou de princesse, ce qui leur est théoriquement interdit car le père n'est alors plus un prince royal. Un second enfant, la princesse Anne, née le 15 août 1950. À la suite de son mariage, le couple loue Windleman Moor, près du château de Windsor, jusqu'au 4 juillet 1949, date à laquelle il s'installe à Clarence House à Londres. À plusieurs reprises entre 1949 et 1951, le duc d'Édimbourg est stationné dans le protectorat britannique de Malte, en raison de son rôle d'officier dans la Royal Navy. Élisabeth et lui résident dans le village maltais de Gwandamanga, où il loue la résidence de l'oncle de Philippe, Louis Mountbatten. Durant cette période, leurs enfants restent au Royaume-Uni. C'est ici le couronnement de son Altesse royale. En 1951, la santé de George VI décline. Élisabeth le remplace fréquemment dans les cérémonies publiques. Dès sa visite en Amérique du Nord, où elle se rend au Canada et rencontre le président Truman à Washington en octobre 1951, son secrétaire particulier, Martin Charteris, est muni du brouillon d'une déclaration d'accession au trône au cas où le roi viendrait à mourir lors de son voyage. Dès l'année 1952, Élisabeth et Philippe entreprennent une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec une escale au Kenya. En février 1952, alors qu'ils viennent juste de rentrer de leur résidence kenyane de Sagana Lodge, après une visite du parc national d'Aberdare, ils apprennent la mort du roi. Martin Charteris demande à la princesse de choisir un nom de règne et elle décide de garder Élisabeth évidemment. Elle est alors proclamée reine dans tous les royaumes sous le nom d'Élisabeth II, Élisabeth Ière ayant régné au XVIe siècle. Les membres de la cour rentrent hâtivement au Royaume-Uni. En tant que nouveau monarque, elle s'installe au palais de Buckingham. Après l'accession au trône d'Élisabeth, il semblait probable que la maison royale allait porter le nom de son époux pour devenir la maison de Mountbatten, comme cela était la coutume pour une femme de prendre le nom de son époux. La grand-mère d'Élisabeth, la reine Marie, et le premier ministre du Royaume-Uni Winston Churchill préféraient conserver le nom de maison Windsor et le mot Windsor fut maintenu. Dès lors, le duc se plaint qu'il était le seul homme du pays à ne pas avoir le droit de donner son nom à ses propres enfants. En 1960, après la mort de la reine Marie, en 1953, ainsi que la démission de Churchill en 1955, le nom Mountbatten-Windsor est adopté pour Philippe et ses descendants de lignée masculine qui ne portent pas de titres royaux. Au milieu des préparatifs pour le couronnement, la princesse Margaret informe sa sœur qu'elle souhaite épouser l'aviateur Peter Townsend, de 16 ans son aîné, et père de 2 enfants issus d'un précédent mariage. La mère lui demande d'attendre 1 an. Selon Mary Charteris, la reine était naturellement compatissante envers la princesse, mais elle espérait qu'avec le temps, cette liaison s'essoufflerait d'elle-même. Les chefs politiques sont opposés à cette union et l'Église d'Angleterre n'autorisait pas le remariage si le divorcé n'était pas veuf. Si Margaret contractait un mariage civil, il était probable qu'elle devait renoncer à son droit au trône. Elle décide finalement d'abandonner sa relation avec Townsend. En 1960, elle épouse Anthony Armstrong-Jones, titré comte de Snowdon. L'année suivante, ils divorcent en 1978 et Margaret ne se remarie pas. Malgré la mort de la reine Marie le 24 mars, les préparatifs du couronnement se poursuivent et il a lieu
comme prévu le 2 juin 1953. À l'exception de l'Eucharistie et de l'onction, l'ensemble de la cérémonie à l'abbaye de Westminster est retransmis à la télévision pour la première fois de l'histoire. La robe de couronnement est dessinée par Norman Hartnell. Elle est brodée avec les emblèmes floraux des pays du Commonwealth, la rose Tudor anglaise, le chardon écossais, le poireau gallois, le trèfle irlandais, la feuille d'érable canadienne, le mimosa doré australien, la fougère argentée néo-zélandaise, la protée royale sud-africaine, la fleur de lotus pour l'Inde et Ceylan et le blé, le coton et le jute pakistanais. La reine Élisabeth dans les premières décennies de l'après-guerre. Lors de son règne, la reine Élisabeth II assiste à la transformation de l'Empire britannique en Commonwealth. Au moment de son accession au trône en 1952, son rôle de chef d'État de multiples États indépendants est déjà établi. Dès 1953, la reine et son époux s'embarquent pour un tour du monde de 6 mois. Elle devient le premier monarque d'Australie et de Nouvelle-Zélande à visiter ces pays. Les visites de la reine attirent de larges foules et on estime que les 3/4 de la population australienne l'ont vue à cette occasion. En 1956, le président du Conseil français Guy Mollet et le Premier ministre britannique Anthony Eden évoquent la possibilité pour la France de rejoindre le Commonwealth. La proposition n'est jamais acceptée et la France signe l'année suivante le traité de Rome établissant la Communauté économique européenne, CEE, précurseur de l'Union européenne. En novembre 1956, le Royaume-Uni et la France envahissent l'Égypte pour reprendre le contrôle du canal de Suez. L'opération se termine lamentablement et Eden démissionne 2 mois plus tard. Si Louis Mountbatten affirme que la reine était opposée à l'offensive, Eden contredit cette hypothèse. En 1957, elle se rend aux États-Unis et s'adresse devant l'Assemblée générale des Nations unies au nom du Commonwealth. Lors de la même visite diplomatique, elle inaugure la 23e législature du Canada, devenant le premier monarque canadien à ouvrir une session parlementaire. En 1957, elle retourne aux États-Unis et visite le Canada, alors qu'elle venait d'apprendre son arrivée à Saint-Jean sur l'île de Terre-Neuve qu'elle attendait son 3e enfant. En 1961, elle se rend à Chypre, en Inde, au Pakistan, au Népal, en Iran. Lors d'une visite au Ghana la même année, elle rejette les craintes pour sa sécurité, même si son hôte, le président Kwame Nkrumah, qui l'avait remplacé en tant que chef d'État au Ghana l'année précédente, était la cible d'assassins. Avant son passage au Québec en octobre 1964, la presse rapporte que des extrémistes du mouvement séparatiste de la province préparent un projet visant à son assassinat. Il n'y eut de tentative d'assassinat, mais des manifestations éclatent alors qu'elle se trouve à Québec. Le calme et le courage de la reine face à la violence sont remarqués. Elle va participer aux cérémonies traditionnelles et Élisabeth II introduit de nouvelles pratiques comme le premier bain de foule royal qui a lieu lors d'une tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande en mars 1970. La décennie 1960 est marquée par une accélération de la décolonisation en Afrique et dans les Caraïbes. Pas loin de 20 pays obtiennent leur indépendance par le biais de transitions négociées vers une plus grande autonomie. Le 11 novembre 1965, Ian Smith, le Premier ministre de Rhodésie, déclare cependant unilatéralement l'indépendance du pays vis-à-vis du Royaume-Uni pour maintenir la domination blanche tout en exprimant sa loyauté et sa dévotion à Élisabeth II, lui conférant le titre symbolique de reine de Rhodésie. La reine le rejette dans une déclaration formelle. La Rhodésie est touchée par des sanctions internationales. Le régime de Smith survit jusqu'en 1979. Influence en politique. Le Parti conservateur présente une absence de mécanisme formel pour choisir un nouveau chef après la démission d'Eden. En janvier 1957, il incombe à la reine de décider qui doit former un nouveau gouvernement. Eden recommande qu'elle consulte Lord Salisbury, le Lord président du Conseil. Ce dernier et Lord Kilmuir, le Lord chancelier, sollicitent l'avis du cabinet et de Churchill et la reine nomme le candidat proposé, Harold Macmillan. La crise de Suez et le choix du successeur d'Eden donnent lieu à la première critique personnelle importante de la reine en 1957. Dans un journal qu'il possède et édite, Lord Aldrickham l'accuse d'être dépassé et incapable d'aligner plus de quelques phrases sans aide. Les propos d'Aldrickham sont condamnés et il est physiquement agressé.
6 ans plus tard, en octobre 1963, Macmillan démissionne et le conseille de la reine de choisir Alec Douglas Home pour lui succéder, choix auquel la souveraine se rallie. Elle est de nouveau critiquée pour avoir nommé un premier ministre sur les conseils d'un petit nombre de ministres ou d'un seul d'entre eux. En 1965, les conservateurs adoptent un nouveau mode de désignation de leur chef qui n'impose plus la reine de choisir. Relations personnelles. La famille royale s'agrandit. Élisabeth donne naissance à 2 enfants en 1960, Andrew et 1964, Édouard. Les grossesses ayant procédé ces naissances sont les seules occasions au cours desquelles elle ne participe pas à la cérémonie d'ouverture du Parlement britannique durant son règne. Elle donne à son fils aîné Charles le titre de prince de Galles et comte de Chester le 26 janvier 1958. Son intronisation n'est cependant effective que le 1er juillet 1969 lorsqu'elle lui remet la couronne des princes de Galles au château de Caernarfon lors d'une cérémonie retransmise à la télévision britannique. Les princes prononcent une partie de son discours en langue galloise. C'est ici que je décide de terminer la deuxième partie de l'histoire d'Élisabeth. La fin du règne de son père George VI établira le couronnement de la jeune reine, la reine du Royaume-Uni et de l'Empire britannique qui deviendra le royaume des Commonwealth. Élisabeth étant mise face au défi de la décolonisation et du rapport de la Grande-Bretagne à ses anciens dominions. Dans un monde de plus en plus mondialisé où les différents territoires prospèrent, Élisabeth ainsi que la couronne d'Angleterre va chercher des relations économiques exclusives, que ce soit au sein de l'Union européenne ou au sein des Commonwealth. Commençons par nous intéresser par le rapport entre l'Angleterre et la communauté européenne exclusive. La communauté économique européenne, présente dans les années 60, a pour objectif d'après-guerre entre les territoires ouest-européens, ainsi qu'un développement rapide de ces territoires. Le Royaume-Uni, y voyant un intérêt, va faire une demande de candidature le 9 août 1961, rejetée, puis une seconde demande le 11 mai 1967, fortement déconseillée par la France. Il faudra attendre le 22 janvier 1972 pour que le Premier ministre britannique Edward Hughes signe à Bruxelles le traité d'adhésion à la communauté économique européenne, confirmé par la European Communities Act 1972, voté par la Chambre des communes. La reine fait office de représentante en disposant d'une sanction royale le 17 octobre 1972, permettant au Royaume-Uni d'entrer officiellement dans la communauté le 1er janvier 1973. Le peuple, en accord avec la reine, confirme à son tour l'adhésion par référendum en juin 1975. Édouard S souhaite préparer un succès politique en février 1974 en y incluant la reine. Élisabeth II, alors en visite dans l'océan Pacifique, est vivement conseillée de rentrer au Royaume-Uni selon Édouard S afin d'appeler aux élections générales. Les élections engendrent un parlement minoritaire et S est obligé de démissionner quand les négociations en vue de former un gouvernement de coalition avec les libéraux échouent. La reine, en accord avec la majorité naissante, requiert au chef de l'opposition officielle, le travailliste Harold Wilson, de former un gouvernement. Au sein du Commonwealth sur le territoire d'Australie a lieu en 1975 une crise politique. Le Premier ministre australien Gough Whitlam est limogé par le gouverneur général John Kerr après que le Sénat refuse les propositions budgétaires de Whitlam. C'est lors de cet événement qu'on fait appel à la reine pour annuler la décision de Kerr. La reine refuse, affirmant qu'elle ne peut pas intervenir dans des décisions que la Constitution de l'Australie réserve au gouverneur général. Les tensions montent en Australie. Le couronnement de la reine ayant été effectué en 1952, il est organisé en 1977 un jubilé d'argent marquant les 25 années de règne d'Élisabeth II. Les Anglais festoient et des parades ont lieu dans tout le Commonwealth, organisées lors de la visite de la souveraine sur le territoire. La popularité de la reine est alors à son paroxysme. Attentat contre sa majesté. Durant la cérémonie britannique du salut aux couleurs le 13 juin 1981, 6 coups de feu visant la reine alors qu'elle descend The Mall sur son cheval Burmese retentissent.
Les coups de feu seraient d'origine de cartouches à blanc. Cela coûtera au tireur Marcus Sargent une condamnation à 5 ans de prison sur le territoire. Le sang-froid et le contrôle de la monture par la reine se fait notamment remarquer. En automne de la même année, on localise la reine dans la ville de Dunedin en Nouvelle-Zélande, là où une tentative d'attentat par Christopher John Lewis, ado de 17 ans, est produit contre la reine. Il tire un coup de feu avec un 22 long rifle depuis le 5e étage d'un immeuble surplombant la parade royale lors de la traversée de la reine, en direction de la foule massée à la sortie du musée Otago. Les tests balistiques de la police affirment que le tir était loin d'être cadré. Ce tir perdu lui coûtera de la prison. L'année suivante, en période d'été, le 9 juillet 1982, la reine est réveillée dans sa chambre au palais de Buckingham par un intrus dénommé Michael Fagan. Les dires de l'époque décrivent une discussion d'une dizaine de minutes avant que la sécurité n'intervienne. Michael Fagan contredit ses propos. Cela créera une crise interne et des critiques sur la compétence des officiers de service, ainsi que du commandement interne de Buckingham. La guerre des Malouines. Le conflit des Malouines est un conflit entre l'Argentine et le Royaume-Uni dans les îles Malouines, mais aussi en Georgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. Les hostilités démarrent en avril 1982, causées par le débarquement de l'armée argentine. Le conflit d'envergure cesse le 14 juin 1982 par la capitulation de l'Argentine, victoire britannique permettant au Royaume-Uni d'affirmer sa souveraineté sur ses territoires. Un élan patriotique britannique est constaté. Tous les regards sont tournés vers Margaret Thatcher, qui connaissait une impopularité de ses réformes budgétaires sévères de la population. Cette guerre la ramènera au pouvoir lors des élections nationales de 1983. La reine est inquiète de son côté toute la durée du conflit. En dépit, son deuxième fils Andrew participe à la guerre en tant que pilote d'hélicoptère, et on distingue une certaine fierté de cet événement suite à la victoire. Dossier canadien. Les relations s'effritent entre la reine d'Angleterre et le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, père de Justin Trudeau, considérant la monarchie comme un emblème du passé, ayant en tête d'affiche les idées de progrès. Le retrait des symboles royaux britanniques sur les emblèmes du Canada lors de son mandat sont sujets de tension. Il faudra attendre que des politiques canadiens aillent jusqu'à remonter jusqu'au palais de Buckingham en Angleterre, à la recherche d'une réconciliation entre les deux États. Le mal est fait. Crise de la Grenade. Ronald Reagan, président américain, est accueilli au château de Windsor en juin 1982 par la reine Elisabeth. Les retrouvailles se présentent en Californie en février 1983, afin de discuter du territoire communiste de la Grenade. Malgré les oppositions de la reine, l'administration américaine lance l'invasion de la Grenade en octobre 1983 afin de renverser le gouvernement grenadin d'orientation communiste. Territoire ayant intégré le Commonwealth, la représentante est la reine d'Angleterre. La reine se sentira indirectement menacée par cette attaque non informée au préalable. La crise des Fidji. Au printemps 1987, le gouvernement démocratique fidjien se fait renverser par un coup d'état militaire. La reine Elisabeth, monarque des Fidji, soutient les efforts du gouverneur général Penaia Ganilau pour mettre en place le pouvoir exécutif et trouver une sortie à la crise. Le militaire représentant du coup d'état Stivieni Rabuka vire Ganilau, sanctionne la couronne en abolissant la monarchie instaurée 113 ans auparavant. Nous sommes alors en 1990. De nouveaux défis vont se présenter à la reine Elisabeth. La guerre du Golfe, démarrée en août 1990, va opposer les États-Unis, coalisés avec d'autres États, en conflit avec l'Irak suite à l'annexion du Koweït par lui-même. Le 17 mai 1991 annonce la victoire des coalisés, où il sera demandé à la reine britannique de s'adresser au Congrès. Son discours se marquera par sa neutralité. Certains croient que le pouvoir s'accroît à partir du canon d'une arme à feu. Cela peut advenir, mais l'histoire nous montre que cet accroissement n'est jamais bon ni durable. La force, en fin de compte, est stérile. Nous avons fait mieux. Nos sociétés reposent sur un accord mutuel, sur un contrat et un consensus.
La reine va prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis, qui n'a pas de relation directe, ne faisant pas partie du Commonwealth. C'est le territoire d'Afrique du Sud où, selon les dires du Canadien Brian Mulroney, déclare qu'Elizabeth aura un grand rôle en coulisses à jouer pour éviter des conflits majeurs suite à l'apartheid en Afrique du Sud. Conviée par Nelson Mandela au printemps 1995, premier président noir d'Afrique du Sud, il est décidé qu'elle va y résider une semaine pour cause la célébration de la fin de l'apartheid et la réintégration du pays au Commonwealth, où elle prononce un discours incroyable sur la jeunesse sud-africaine à Port Elizabeth afin de reconstruire la nation. Déplacements, prise de parole, bouleversements, conflits d'intérêts ont la félicité des médias et les affaires de la famille royale fait la une des médias, notamment les révélations sensationnelles dont la véracité des propos reste parfois à vérifier. Kelvin MacKenzie au journal The Sun s'exprime: Donnez des frasques de la famille royale, n'ayez crainte de la véracité dans la mesure les conséquences sont minimes. Donald Trelford, un autre rédacteur dont la neutralité n'en est pas moins exacerbée, s'exprime lui aussi. Le feuilleton royal a un tel degré d'intérêt public que la frontière entre fiction et réalité a été perdue de vue. Ce n'est pas simplement que certains journaux ne vérifient pas leurs informations ou refusent d'accepter les démentis. Ils ne se soucient pas de savoir si ces histoires sont vraies ou non. Les relations entre la reine, la famille royale et la presse ne feront que se détériorer jusqu'à un point culminant. La presse va estimer la richesse personnelle de la reine bien supérieure aux données fournies par le palais. Ajouter à cela les révélations d'adultère, de mariage tendu dans la famille royale, affaiblissant par la même occasion la représentation monarchique britannique. Passage des enfants de la reine à un jeu télévisé du nom It's a Royal Knockout est tourné en ridicule dans la presse et la reine devient la cible des moqueries. Elisabeth en 1992 va s'emparer du terme Annus Horribilus, traduit par année horrible lors d'un discours marquant ses 40 années de règne. La presse partage. Le prince Andrew d'York et son épouse Sarah Ferguson se séparent. Sa fille, la princesse Anne, divorce de son époux Max Philippe. Huée par une foule lors d'une visite officielle en Allemagne, la presse se moque, la presse critique, accroissant le désamour du public. Novembre de la même année, château de Windsor est touché par un incendie. Elisabeth, désemparée, se confie lors d'un discours. Toute institution doit s'attendre à des critiques, mais elles doivent être réalisées avec une touche d'humour, de délicatesse et de compréhension. Le Premier ministre John Major annonce une réforme des finances de la monarchie qui se traduit par une réduction de la liste civile et oblige le souverain à payer un impôt et le revenu pour la première fois de son histoire. En décembre 92, le prince Charles et son épouse Diana Spencer annoncent officiellement leur séparation. L'année 1992 aura le mérite de son surnom, la reine dans Annus Horribilis. Suite aux événements d'actualité, j'ai décidé de faire un autre épisode sur l'histoire de la reine. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez appris des choses concernant la reine Elisabeth récemment décédée. Si vous souhaitez une vidéo sur Elisabeth en relation avec Margaret Thatcher, Elisabeth et Diana, ou bien les relations d'Elisabeth vis-à-vis de l'Irlande, manifestez-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo concernant le passé d'Elisabeth II vous aura convaincu, vous aura plu. La vie d'Elisabeth II a été remplie et son impact a été bien plus majeur que ce que laisse penser la couronne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis, votre famille, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.